soit sur lafinancedigitale.com. Alors, notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, un sujet d'une grande importance pour notre région et notre époque, c'est les infrastructures publiques numériques. Donc, comment les paiements de gouvernement à personne peuvent contribuer à la réduction des écarts d'exclusion financière en zone UEMOA. Un sujet d'autant plus important que certains le savent sans doute, on approche à grands pas de la journée internationale de l'identité qui aura lieu dans 2 jours, le 16 septembre. Et l'identité, précisément l'identité numérique, est un sujet phare qu'on va aborder dans notre session. Alors, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir différents panélistes qui viennent d'horizons divers, qui vont enrichir notre échange. Et je laisserai Adama, évidemment, les présenter et ils se présenteront aussi seuls dans un instant. Nous aurons la chance de les entendre, de partager des connaissances, leur expérience et d'engager, j'espère, une discussion fructueuse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit peu de patience, je voudrais juste dire quelques mots sur qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Microsafe Consulting, MSC, c'est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille au cœur de la révolution de la finance digitale. On travaille avec différentes entités, avec des gouvernements, avec des banques, avec des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services tiers, mais aussi des startups à travers l'Afrique et l'Asie. Notre rôle, c'est d'offrir des conseils stratégiques et opérationnels et à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées qu'on tire de nos travaux de recherche sur le terrain. L'idée, c'est véritablement d'avoir une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs aspirations, de leur comportement et d'offrir avec nos partenaires des produits qui leur sont véritablement adaptés. Cette expérience, on la retrouve et on la partage également à travers notre institut ELIX, qui est notre organe de formation. Certains d'entre vous en ont déjà bénéficié, je vois. Ce n'est pas l'objet de la réunion du jour, mais si vous voulez en savoir plus sur notre institut de formation, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, dernier petit point que je voulais mentionner, c'est notre troisième branche, si je puis dire, c'est le hub de la finance digitale. Tout le monde ne le connaît pas encore. C'est un site internet. Donc, c'est lafinancedigitale.com. C'est un site qui est 100% francophone, 100% collaboratif. Je le mentionne parce que c'est un site où voilà, vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit des informations, mais aussi des événements, des formations, des MOOC, que ce soit les nôtres, que ce soit celles de nos partenaires. L'idée, c'est de faire une plateforme collaborative. Donc, si vous avez tous ici présents des choses à dire, donc n'hésitez pas à nous envoyer, nous faire part de votre actualité et de bénéficier de ce canal pour vous faire entendre. Cette plateforme est là pour vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, voilà. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais laisser la parole à Adama pour introduire nos panélistes et lancer cette discussion passionnante et nous guider à travers les différentes thématiques du jour. Je vous souhaite une très bonne session. À tout à l'heure. Merci Rebecca, merci pour cette intervention. Alors, bonsoir à tous. Je suis Adama Diaby, manager à Microsafe Consulting, expert dans le domaine des services financiers numériques et l'inclusion financière. Je travaille sur des projets qui proposent des solutions innovantes pour élever les défis de l'accès aux services financiers en Afrique de l'Ouest et du Centre. Euh, et j'ai la responsabilité d'animer ce panel aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous le savons tous, le processus de digitalisation promet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour sortir les populations de la pauvreté
et leur offrir des alternatives innovantes en matière d'autonomisation. Cependant, il est tout aussi probable qu'elle puisse intensifier les disparités existantes, affaiblissant ainsi la confiance dans les institutions et les conventions sociétales. Euh, L'issue favorable ou défavorable dépendra principalement de l'orientation du développement et de l'exécution et de la gestion des DPI vers le bien-être collectif. Notre objectif aujourd'hui est de comprendre les capacités numériques dans les pays de l'UEMOA. Et ce webinaire vise à discuter de manière critique des aspects numériques des paiements G2P en collaboration avec l'initiative Co-Develop, financée par Bill et Melinda Foundation et Rockefeller Foundation. Ce panel fait partie d'une série de réflexions sur les DPI, travaillant ainsi à l'identification, au financement et à la mise en œuvre de projets faisant la promotion des biens publics digitaux, les services numériques et en particulier les transferts G2P sur un alignement parfait avec les enjeux du cadre stratégique régional de l'inclusion financière de l'UEMOA. Nous organisons ce panel pour faire euh, l'état des lieux sur les avancées, les solutions des pays mis en place en Afrique de l'Ouest, en mettant un accent sur les filets de sécurité dans chaque pays. Nous gardons en ligne des mires la contribution des DPI et à l'inclusion financière des populations et particulièrement les groupes démographiques exclus. Ce webinaire euh, vise à informer les parties prenantes sur la signification, les aspects essentiels des DPI et leur rôle dans l'amélioration des paiements G2P. Ce panel tentera de faire la lumière sur des aspects des DPI tels que l'identification numérique, les systèmes de paiement, les échanges de données dans un écosystème numérique lors des prestations de services publics, comme les subventions, les salaires, les prestations de sécurité sociale. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour trouver une solution à une question qui vaut, je dirais, des milliards, qui est comment les paiements dits peuvent contribuer à la réduction des écarts d'exclusion financière dans l'UEMOA. Pour y répondre, nous avons la chance et le plaisir de recevoir des experts incontournables du secteur venant de différents pays que nous allons sans plus tarder présenter. Nous commençons par Madame Corinne Riquet. Bonsoir Corinne. Bonsoir Adama, bonsoir à Euh, tous. Veuillez vous présenter. Merci. Donc, je suis Corinne Riquet-Bamba, donc je suis basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis la représentante régionale du SIGAP. Voilà. Je travaille sur différents sujets pour le SIGAP et notamment sur ces sujets de modernisation des paiements sociaux à destination des personnes vulnérables dans les pays du Sahel. Merci. Merci Corinne. Nous allons passer à Monsieur Léopold Théo pour votre présentation. Vous parlez en mute, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, excusez-moi. Merci bien, Monsieur Diaby. Je suis Toé Léopold. Je réside à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je suis ingénieur informaticien de conception informatique. Je suis donc le directeur des systèmes d'information de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, qui œuvre vraiment dans la protection sociale au Burkina Faso.
Voilà. Merci, merci M. Touré. Nous allons Merci. passer à M. Edwin Messa. Merci Adama. Euh, Bonjour encore une fois à tous et à toutes. Je suis Edwin Mansa, le responsable MSC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je ne vais pas encore m'attarder sur la présentation des MSC qui a été très bien faite par Rebecca. Et quant à savoir si on arrivera à répondre à ta question à quelques milliards Adama aujourd'hui, peut-être pas, mais en tout cas, très certainement, nous aurons des axes et des pistes de réflexion à aborder tous ensemble. Merci. Merci, Edwin. Je pense que la réponse, même si nous ne l'avons pas, il y aura quand même des pistes de solutions. Et sans plus tarder, nous passons à Hachim Malik Ndiaye. Bonsoir, Ndiaye. Bonsoir Adama, bonsoir aux chers collègues Corinne de Toué, M. Mensa et M. Franck. Et donc, je suis très honoré de participer à ce débat ô combien important et qui concerne l'écosystème donc financier, mais aussi l'écosystème numérique. Toutefois, je me présente sur le plan de responsabilité. Je fus directeur des technologies de l'information et de la communication du Sénégal au ministère de l'économie numérique et des télécommunications, mais aussi coordonnateur du groupe de travail sur le e-commerce où j'ai mené la stratégie sur non seulement le e-commerce, mais aussi j'ai beaucoup participé à la stratégie sur l'inclusion financière, sans compter la réforme sur les lois sur les transactions électroniques. Aujourd'hui, au moment présentement, je suis consultant et parce que j'ai un cabinet privé qui s'appelle ANB Consulting et je suis donc dans toutes les démarches numériques et de transformation digitale. Voilà grosso modo. Et en même temps aussi, j'ai eu une casquette d'enseignant parce que j'ai lancé beaucoup de programmes sur la finance digitale et sur la transformation digitale en général, sans compter un peu sur les aspects technologiques, sur la 5G et tout ce qui est aspect service télécom, service et usage télécommunication. Voilà pour tout un début. Donc, la casquette qui m'amène. Et je suis encore une fois très honoré de participer à ce panel. Merci, M. Ndiaye, pour votre présentation. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous en tant que panéliste. Et nous passons à M. Franck René du Bénin. M. Franck. Merci beaucoup, mon cher Diaby. Bonsoir tout le monde. Je suis Franck Aïrancy, je suis inspecteur du Trésor. Je suis expert en gestion de politique économique. Je suis actuellement chef adjoint du service de la monétique à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Je suis ravi d'être là et j'espère vivement qu'on pourra trouver des solutions. Contrairement à M. Vincent qui est un peu dubitatif, je pense qu'on pourrait quand même apporter notre pierre à l'édifice ce soir. Merci, Diaby. Merci, Franck. Alors, ceci étant fait, nous allons rapidement passer à une présentation sur l'importance des infrastructures publiques numériques, appelées DPI. On va laisser la parole à Edwin Mensa, qui va nous faire une présentation sur l'importance des DPI. Merci beaucoup, Adama. Encore une fois, bienvenue à tous nos participants. Merci vraiment à nos panélistes d'avoir accepté de partager leurs perspectives sur les transferts gouvernementaux aux citoyens. Nous avons aujourd'hui un panel composé d'experts travaillant dans la sous-région et je suis convaincu qu'ils sauront éclairer de leur lumière ce webinaire. Et effectivement, si ce n'est une solution définitive, nous aurons des pistes et des axes d'intervention crédibles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un point rapide sur l'importance des infrastructures publiques numériques et les liens avec les transferts et paiements en provenance des gouvernements. Les transferts gouvernementaux citoyens, couramment désignés sous l'acronyme G2P, Government to People, font référence aux paiements effectués par les gouvernements aux individus. Cela englobe donc les transferts sociaux, les pensions, les salaires, ainsi que les remboursements ou les crédits d'impôt.
Quant aux infrastructures publiques digitales, elles jouent un rôle essentiel dans la facilitation et la sécurisation de ces transferts et paiements aux citoyens, notamment en réduisant les coûts, les délais et les risques de fraude. Euh, les infrastructures publiques digitales regroupent un ensemble de systèmes numériques partagés, sécurisés et, très important, interopérables. Elles reposent sur des normes et des spécifications ouvertes qui offrent un accès libre pour garantir l'équité d'accès aux services publics et ou privés à l'échelle de la société. Ces services, sont donc régis par des règles habilitantes qui visent à stimuler le développement, l'inclusion, l'innovation, la confiance et la concurrence, tout en respectant, bien évidemment, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Alors, les infrastructures numériques facilitent les transferts gouvernementaux aux citoyens euh, et se divisent en trois blocs principaux. L'identité numérique, les paiements numériques et les registres sociaux numériques. Alors, l'identité numérique permet notamment d'accéder aux données relatives au profil des individus, des entités et des objets. Cela peut inclure la vérification d'identité en ligne, des références vérifiables ou encore des signatures électroniques. Ces éléments constituent une fonction essentielle d'un écosystème numérique. Les paiements numériques, quant à eux, permettent aux utilisateurs finaux, aux prestataires de services et aux institutions gouvernementales de conclure le cycle numérique des transactions. Et enfin, les registres sociaux numériques revêtent une importance cruciale dans le contexte des transferts gouvernementaux aux citoyens. Ils jouent un rôle fondamental en permettant au gouvernement de gérer de manière, je dirais, efficace et transparente les données et les informations relatives aux bénéficiaires de ces transferts. Ainsi, pour résumer, nous pouvons dire que le potentiel des infrastructures numériques pour les paiements aux citoyens s'étend sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités liées à ces paiements, à savoir l'information des bénéficiaires potentiels sur les programmes de paiement, leur intégration pleine dans les programmes en question, leur identification, la vérification de leur éligibilité, la réalisation des paiements et enfin, l'assurance d'un suivi pour résoudre les problèmes ou les plaintes éventuelles. Alors, maintenant que nous avons établi quelques bases concernant les infrastructures publiques digitales et les paiements aux citoyens, j'aimerais aborder quelques tendances principales qu'on observe dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces tendances chacune de ces tendances en tout cas reflète les avancées technologiques et les besoins croissants en matière de prestations de services gouvernementaux. Et aujourd'hui, j'aimerais en partager trois avec vous. La première est liée à l'adoption de l'identification unique. Les gouvernements de la région UEMOA, en partenariat avec la Banque mondiale, ont commencé à mettre en place des plateformes d'identification unique, fiables et inclusives. Donc, cela vise à vérifier l'identité des bénéficiaires et à éviter les doublons ou les erreurs. Il s'agit donc du programme pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. À notre sens, ce programme devrait accroître le nombre de personnes détenant une preuve d'identité numérique ou d'identité unique reconnue par le gouvernement, facilitant ainsi l'accès aux services associés. L'identification unique vise donc à réduire les fraudes, à accroître l'efficacité des programmes et à améliorer la transparence dans la distribution de l'aide sociale, par exemple. Ensuite, nous avons l'harmonisation des cadres réglementaires et des normes techniques. Cette harmonisation vise à favoriser l'interopérabilité et la concurrence entre les fournisseurs de services financiers numériques. Par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté une réglementation sur l'émission et la distribution de monnaie électronique dans la zone UEMOA. Et enfin, la troisième tendance est principalement liée au déploiement de systèmes de paiement électronique. Les gouvernements de la région utilisent de plus en plus les technologies de paiement électronique pour transférer des fonds directement aux bénéficiaires de programmes sociaux. Ces systèmes permettent donc d'augmenter l'inclusion financière des populations, de réduire les coûts de transfert d'argent et évidemment de sécuriser les transactions financières. Au Sénégal, par exemple, le programme national de bourse de sécurité familiale qui existe depuis
si je ne m'abuse, 2013, a commencé à utiliser le mobile money en 2023 pour verser des allocations mensuelles aux ménages dans le besoin. Un autre exemple est le programme togolais baptisé Novici, qui signifie entraide et qui distribue l'aide sociale via des portefeuilles électroniques aux bénéficiaires. Alors à ce jour, la plateforme Novici a enregistré plus de 1 600 000 bénéficiaires, dont plus de 800 000 ont déjà reçu une aide. Alors, pour conclure, je dirais que ces tendances en matière d'infrastructures publiques digitales reflètent l'engagement de la région à vraiment tirer parti de la technologie pour une prestation de services plus efficace, moderne, transparente et inclusive. Merci beaucoup pour votre attention et Adama, je te repasse la parole pour la suite. Alors, merci beaucoup, Edwin, pour cette intervention. Je pense que ça nous a permis de comprendre des éléments et de savoir qu'il y a des actions qui sont menées dans certains pays avec des exemples que vous avez cités. Alors, sans plus tarder, nous sommes déjà dans le panel. Nous allons passer à une autre question qui, cette fois-ci, sera posée à Corinne Riquet. Euh, Nous voulons savoir comment est-ce que les DPI peuvent-ils accélérer l'inclusion financière et sociale dans la zone UEMOA? Merci bien, Adama, pour cette question. De nouveau, bonjour à toutes et à tous, et aussi merci pour cette opportunité qui m'est donnée d'intervenir sur ce sujet important pour soutenir notamment les personnes les plus vulnérables dans notre région et offrir des opportunités d'inclusion financière. Donc, comme il a été rappelé en introduction, donc les paiements gouvernementaux, en particulier les paiements sociaux dans la région, sont de plus en plus délivrés via le canal numérique et en particulier sur des comptes de mobile money, ce qui constitue en soi une étape importante vers une plus grande inclusion financière et sociale des bénéficiaires concernés. Mais au SIGAP, nous pensons qu'il est nécessaire d'aller plus loin pour que cette numérisation profite pleinement aux bénéficiaires. Et la prochaine étape consisterait à mettre en place des systèmes qui donnent aux bénéficiaires la possibilité de choisir où et comment ils reçoivent et retirent les paiements qui leur sont versés. Il s'agit donc de mieux répondre encore aux besoins des bénéficiaires. Et en permettant ce choix, les gouvernements encouragent aussi un meilleur service à la clientèle en favorisant la concurrence entre les prestataires de services financiers par rapport à des modalités qui sont assez répandues où on a en fait un prestataire unique qui est sélectionné pour aller assurer la délivrance de ces paiements. Alors pour permettre ce choix, il faut au moins 4 éléments d'infrastructure qui soient en place et qui fonctionnent de manière efficace. Et l'élargissement donc de cette possibilité de choix pour les bénéficiaires devrait commencer par une évaluation de ces 4 éléments d'infrastructure et pouvoir combler les faiblesses s'il y en a. Donc, on va voir que ça recouvre une partie des infrastructures publiques digitales qui viennent d'être évoquées. Donc, le premier élément d'infrastructure porte, selon nous, sur le réseau de distribution de points de service, des points de service financiers. Alors qu'il s'agisse des agents qui proposent des services de dépôt et de retrait d'argent, donc les agents de mobile money, tels qu'on les appelle, qu'il s'agit des réseaux de distribution automatique de billets ou les agences bancaires et d'IMF. Donc là, il va s'agir de s'assurer que ce réseau a un niveau de proximité suffisant par rapport aux cibles que l'on veut servir. Le deuxième élément d'infrastructure important, et Mensa l'a rappelé, c'est l'identification unique. On trouve des systèmes d'identification divers qui vont du fonctionnel, c'est-à-dire qui sont spécifiques à un programme, à des systèmes fondamentaux, donc qui vont avoir une portée nationale et qui vont répondre à de nombreux objectifs.
Mais ce qui est certain, c'est que ces systèmes d'identification sont essentiels pour aider les programmes gouvernementaux à suivre les bénéficiaires et à faciliter l'exécution des paiements. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Le troisième élément d'infrastructure qui est important donc, pour favoriser le choix, ce sont les répertoires de clients qui vont relier les numéros d'identification aux adresses de paiement, donc aux numéros de compte des bénéficiaires. Et ainsi, en établissant ces répertoires, les programmes gouvernementaux ne vont pas avoir besoin de saisir l'adresse de paiement de chaque bénéficiaire pour chaque paiement, ni de suivre les changements d'adresse de paiement d'un bénéficiaire, ce qui présente un certain nombre d'avantages. Et enfin, le quatrième élément d'infrastructure, et dont on va aussi parler tout à l'heure, ce sont les systèmes de paiement et la manière dont ils permettent aux titulaires de compte d'un prestataire d'effectuer des paiements sur les comptes d'un autre prestataire. Et plus les participants donc, sont nombreux à se connecter à un système de paiement, plus le choix du prestataire et du point d'accès, évidemment, s'élargit pour les personnes qui vont recevoir ou qui sont ciblées pour recevoir des paiements. Donc ça, c'est un élément. Mais si l'infrastructure est importante pour permettre aux bénéficiaires de choisir le prestataire sur lequel, c'est-à-dire le compte sur lequel ils souhaitent recevoir les paiements, donc du point de vue de l'inclusion financière, ça n'est qu'un élément et ça n'est sans doute pas suffisant. Au-delà de ça, il y a aussi l'importance d'intégrer des programmes de littératie financière, puisque si on se réfère aux paiements sociaux en particulier, les bénéficiaires de ces paiements ont généralement de faibles niveaux de connaissances financières, et ce qui peut engendrer des difficultés à gérer ces paiements et aussi des difficultés de manière plus large dans l'accès à d'autres services financiers qui pourraient répondre à leurs besoins. Et sur ce dernier point, donc les paiements sociaux aussi devraient être utilisés comme une passerelle vers d'autres services financiers. On constate malheureusement souvent que la plupart des bénéficiaires ont tendance à utiliser des comptes uniquement pour recevoir les transferts de paiement du gouvernement sans autre utilisation, alors que ça devrait leur permettre d'accéder à d'autres services financiers tels que l'épargne, l'assurance ou le crédit. Ce qui demande bien évidemment du côté des prestataires de services financiers de pouvoir développer des produits et services qui soient adaptés au profil de ces bénéficiaires. Et on pourrait dire ce que l'instauration du choix en fait devrait encourager, introduisant plus de concurrence entre ces bénéficiaires sur un marché donné. Et enfin, un dernier élément qui me semble essentiel à prendre en considération est celui des risques auxquels pourraient être confrontés les bénéficiaires en recevant leur paiement via un canal numérique. Il s'agit notamment des risques de fraude, des risques d'arnaque, ceux liés aux agents aussi auprès desquels on effectue les retraits, même si ceux-ci ont aussi un rôle crucial à jouer pour éduquer les bénéficiaires. Il y a aussi les questions liées à la transparence et aux mécanismes de recours qui doivent véritablement attirer l'attention lorsque l'on met en place les programmes de distribution de paiements sociaux via un canal numérique. Donc tout devrait être mis en œuvre pour d'abord bien identifier ces risques potentiels, les minimiser pour garantir une expérience positive aux bénéficiaires de ces paiements via les canaux numériques et ainsi favoriser l'inclusion financière et sociale. Je pense que ce sont des conditions importantes pour répondre à cet objectif qui est énoncé dans ce webinaire. Voilà ce que je voudrais dire en introduction. Merci. Merci, Corinne. Il y a des éléments sur lesquels nous avons vraiment pris bonne note et je pense que nous allons pouvoir revenir sur ces éléments. Et je pense aussi que c'est la volonté aussi des participants qui sont assez intéressants que nous pourrons éventuellement développer, notamment l'aspect concernant le répertoire des clients, le volet de protection des données et de la confidentialité,
des utilisateurs, des données. Et ça sera intéressant que nous revenions sur cet élément, en plus de ce qui va suivre. Et sans plus tarder, nous allons passer à la question relative à l'identité digitale. Et pour ça, nous allons nous tourner vers Monsieur Ndiaye. Euh, et la question est de savoir, Monsieur Ndiaye, comment est-ce que l'identification numérique contribuera-t-elle à accroître les paiements D2P au Sénégal? À vous. Merci Adama. Donc, rebonjour à tous les panélistes. Donc, pour m'avoir associé à ce débat ô combien important, comme je disais. Mais moi, je préfère quand même replacer le contexte un peu dans le concept de transformation digitale. Vous savez, la transformation digitale, comme je l'ai décliné donc, dans ma présentation, et en réalité constitue un vrai déclic pour la transformation structurelle. Nous, donc, sur la politique stratégique, nous avons arrimé notre politique stratégique à l'inclusion financière, nous l'avons arrimé donc au PSE, au plan Sénégal émergent, et ce qui est tout à fait légitime. Mais nous avons aussi convoqué un peu le contexte mondial avec Connect 2030, Connect the World en 2030, qui est un slogan de l'UT, mais aussi un peu le concept africain continental qui s'adosse sur un concept de digital era, c'est-à-dire comment transformer vraiment le continent au point, je veux dire, de l'arriver donc à l'ère digitale. Et enfin, on a vraiment une bréviaire très importante au Sénégal qui s'avère être donc la stratégie nationale Sénégal 2025, c'est-à-dire 2025. Ce qui me permet de faire un pas vers... je peux avoir le slide suivant, next. Donc, pour celui qui va dérouler. Ou bien je le déroule moi-même, Adama? Je crois qu'il y a Maris. Ah, d'accord, voilà, d'accord, Maris. Merci, Maris. Donc, toujours pour revenir donc, à ce concept du digital, de la digital économie, nous avons regardé un peu ce qui s'est passé autour de l'écosystème numérique et nous avons identifié un certain nombre de préoccupations d'action qui sont pratiquement égrenées au niveau donc, de ce slide. Convoquant les technologies nouvelles telles que la blockchain, convoquant l'analyse des données, l'intelligence artificielle. Je viens d'un séminaire où on a beaucoup parlé de l'importance de l'intelligence artificielle, mais aussi des inconvénients par rapport aux droits humains, mais aussi de tout ce qui est transformation digitale qui est en train d'impacter l'essentiel de nos activités humaines. Et pour cela, partout où on a vraiment insisté, il y avait cette question d'identification, d'authentification et d'autorisation, et surtout dans les systèmes financiers numériques. Parce que la question de l'authentification et la question de l'identification, au-delà de son caractère mobile, parce pour identifier les abonnés et pratiquement en faire un outil de démarche marketing. Par rapport à ça, nous devons avoir aussi une certaine QIC, c'est-à-dire Better Know Your Client ou bien Know Your Client, et pour le mobile et pour les services financiers. Et du coup, il y a cette opportunité qu'on a eue à voir le mobile comme étant vraiment une tendance globalisante qui peut embarquer beaucoup de populations qui jadis n'avaient pas la possibilité d'avoir des comptes bancaires. Vous savez, l'apport du mobile sur la transformation digitale et sur les services financiers ont permis aujourd'hui d'aller très rapidement pour un peu, je veux dire, assimiler ou bien morfondre les opportunités qu'il y a sur je veux dire, les services financiers, sur les services mobiles pour les services financiers. Et du coup, des services ont commencé à apparaître sur la réduction des coûts d'accès aux services, sur l'amélioration de l'inclusion citoyenne, sur la KYC, je l'ai déjà dit, sur les e-commerce, sur la e-santé, sur même les e-gates au niveau de l'aéroport, c'est-à-dire l'identité devient une question centrale, c'est-à-dire l'identification devient une question centrale.
C'est pour cela que nous, dans notre démarche collaborative et stratégique, nous avons eu à collaborer avec la JICA, qui, dans un premier temps, a voulu nous donner un appui sur la mise en place d'une base de données centralisée qui pouvait, en fait, regrouper toutes les identités ou bien les processus d'identification, à commencer par l'état civil jusqu'à l'identification numérique nationale, l'IN. Donc, quand on a regardé toutes ces initiatives, il est arrivé, je veux dire, à une conclusion, je veux dire, rigoureuse par rapport donc à l'orientation du gouvernement, à aller vers une identification ou bien une identité numérique unique. Unique Digital ID. C'est ça, en réalité, le concept sur lequel le Sénégal veut aller, c'est-à-dire avoir une identité transversale qui va à la fois impacter la santé, le compte bancaire, l'identification physique et même l'état civil en une seule identité pour permettre donc l'accès des informations aux citoyens et pour éviter aussi ce problème de multibancalité donc, qui a été tant évoqué dans le cadre de l'UEMOA. Maintenant, comme je disais, vu la collaboration entre les deux écosystèmes, l'écosystème numérique mobile et l'écosystème financier, on est arrivé, grâce à la COVID-19, à faire un déclic pour pouvoir assimiler l'identification de la SIM card, l'assimiler à l'identification physique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'accès et l'inclusion, on a un certain nombre d'éléments qui corroborent du moins et sur des aspects mobiles et sur des aspects financiers parce que mobile money aujourd'hui est une réalité, donc le wallet est une réalité. Tantôt, il y a Corinne qui parlait un peu de la possibilité d'étendre, je veux dire, ces modes de paiement aux couches sociales les plus démunies. M. Mensa aussi l'a évoqué au Sénégal avec les bourses sociales. Et donc, le mobile money a joué un rôle fondamental donc, au niveau de la cartographie des gens des ayants droit, des gens qui étaient éligibles à l'aide sociale. Les étudiants aussi, le paiement des bourses estudiantins a été vraiment aussi une vraie opportunité pour un peu quitter les banques, les systèmes bancaires pour aller vers les systèmes donc, de paiement par les émetteurs de monnaie électronique. Nous avons Wave ici, nous avons Calpay, nous avons Orange Money, qui aujourd'hui ont trouvé de réelles opportunités pour vraiment exercer des services financiers sur le répertoire même, je veux dire, des abonnés mobiles, et parce que derrière chaque SIM card, on pouvait avoir un compte monnaie, un wallet, je veux dire, bancaire. Et du coup, on ne peut plus dissocier l'identification je veux dire, numérique du point de vue mobile à l'identification bancaire parce que derrière chaque SIM, il y avait le wallet. Du coup, les problèmes d'authentification, les problèmes de paiement au niveau du gouvernement ont trouvé une réelle opportunité de pouvoir s'intéresser aux citoyens, non seulement pour des papiers et des services citoyens, mais aussi au-delà des services citoyens, faire de cette possibilité, de cette opportunité-là, aussi une forme d'identification, je veux dire physique, une identification, même une traçabilité dans le mode de transaction, et même pour le vote et pour l'état civil. Donc, vous voyez, donc, grosso modo, moi, c'est cette démarche-là que j'ai en fait vécue, et c'est l'expérience que j'ai eue. Même quand il m'est arrivé d'aller au Maroc sur invitation du gouvernement marocain et du ministère de l'économie numérique, j'ai trouvé qu'aussi ils avaient un système très, très efficient en termes d'inclusion sociale, en gérant pratiquement toutes les bourses qui étaient destinées aux populations, je veux dire, démunies ou bien aux populations qui n'ont pas assez de moyens. Donc, ils ont trouvé un moyen extraordinaire de les embarquer. Mais sans compter les réfugiés. Il y a eu une expérience aussi dans certaines zones où les réfugiés avaient des problèmes par rapport à leur identification. Du coup, la SIM card pouvait quand même être une bonne solution
d'identification pour ces populations un peu spécifiques parce que étant presque apatrides, parce que n'appartenant à aucun pays, parce que étant mobiles au niveau des frontières. Vous voyez donc, encore une fois, Adama, Monsieur Ndiaye, oui. nous comprenons par cette intervention il est très important, voire crucial pour l'identité digitale est vraiment une centralité en termes de transformation digitale. Oui. Alors, est-ce que par votre expérience, vous pouvez nous partager quelques défis auxquels le Sénégal a été confronté dans son processus de transformation numérique ou pour passer à l'identifiant unique? Oui, oui, les contraintes qu'on a eues, hein, sérieusement, c'est la multiplicité des décisions, des pôles de décision. Donc, chaque partie prenante, à commencer par la police sur l'identification physique, sur l'état civil, donc tout le monde avait eu un prototype d'identifiant ou bien de projet d'identification. C'est ce qui nous a vraiment nous a amené à aller vers donc, une identité unique. Donc, si on peut parler de défis à relever, on a relevé au Sénégal, on a essayé de relever. Hein. C'est pas encore, on n'est pas dans une phase aboutie, mais de toute façon, c'est le vœu de tous les acteurs. Et ça a été vraiment une démarche consensuelle au point d'aller vers ce projet que la JICA, la coopération japonaise, nous a proposé, aller vers une convergence dans l'identification digitale en mettant en place une base de données centralisée qui pouvait fédérer toutes les formes d'identification en une identité et aller vers une identification unique. C'est la seule raison qui nous permettrait donc d'économiser et de rentabiliser l'ensemble des actions et des investissements qu'on a eu à faire donc de manière parcellaire et de manière sectorielle. Aujourd'hui, comme te disais Adama, on est sur une tendance d'aller vers une unique digital identity pour permettre donc de lever cet écueil lié à cette multiplicité des pôles de décision et cette multiplicité d'initiatives. Voilà donc l'exemple particulier du Sénégal, c'est-à-dire la particularité sénégalaise, c'est qu'on a assez fait des initiatives par-ci, par-là. Aujourd'hui, la tendance est d'aller vers une identité unique qui va fédérer l'ensemble des initiatives par rapport à l'identification, qui est une question, comme vous l'avez dit, centrale, fondamentale, et qui n'est pas seulement une question liée à l'inclusion financière, mais aussi liée à tous les domaines d'activité de la vie humaine. Merci, Monsieur Ndiaye. Alors, nous retenons cela comme étant donné la centralité de l'identité digitale. Et toujours dans cette lancée, vous avez évoqué comme difficulté majeure pour le Sénégal, c'était la diversification des pôles en termes de décision, en termes de prise de décision. Et Edwin, d'entrée, a évoqué le projet WIRI, pour l'identification unique dans 6 pays de l'UEMOA. Et ceci étant dit, nous allons essayer d'avoir un aperçu sur le plan régional. Pour cela, nous allons revenir vers Corinne. Comment est-ce que les pays de l'UEMOA peuvent-ils accélérer la mise en œuvre de l'identité digitale? Et pour aller plus loin, quelles sont les alternatives, puisque jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas, quelles sont les alternatives disponibles jusqu'à ce que l'identification numérique devienne une réalité dans les pays de l'UEMOA? Merci Adama. Désolée, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'est remis à démarrer, donc je suppose que c'est la question qui m'est destinée. Donc, et effectivement, donc, comme on l'a vu, on vient de le voir et on l'a vu tout à l'heure, donc l'identification unique est un élément d'infrastructure essentiel à la modernisation des paiements sociaux. Je pense qu'Edwin l'a rappelé tout à l'heure, plusieurs pays de l'UMOA
ont la chance de pouvoir bénéficier donc du projet d'identification unique pour l'Afrique de l'Ouest, donc qui est financé par la Banque mondiale et qui va permettre à chaque citoyen de disposer d'un identifiant unique, mais il s'agit effectivement d'un processus qui prend du temps. Et en attendant qu'effectivement ces 5 sur les 8 pays de l'UMOA, on comprend que le Sénégal est déjà bien avancé, même s'il ne fait pas partie de ce programme. Donc en attendant qu'on ait effectivement cet identifiant unique, on sait que les pièces d'identité sont essentielles en fait pour le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle lorsqu'il s'agit d'ouvrir un compte ou d'effectuer des retraits de fonds, hein, conformément à la réglementation en vigueur. Mais on sait aussi que dans le cadre des recommandations qui sont émises par le GAFI et donc le groupe d'action financière, et dans le cadre des considérations de ces considérations pour favoriser l'inclusion financière, des mesures d'allègement sont possibles, ou l'utilisation d'alternatives à la pièce d'identité nationale formelle sont possibles en fonction du risque client. Et spécifiquement, donc, si on parle des bénéficiaires de paiements sociaux, qui sont généralement des personnes vulnérables avec de faibles revenus, donc ce sont des personnes qui présentent typiquement un risque limité, et donc devrait permettre, ce qui devrait permettre, selon des conditions particulières comme le plafonnement de compte ou des montants d'opération, d'alléger les exigences d'identification. Et on sait que la réglementation en vigueur sur la monnaie électronique prévoit l'ouverture de comptes de mobile money sans identification, avec un plafonnement à 200 000 francs CFA des soldes et des opérations sur ce compte. Mais en fait, la difficulté se trouve au niveau des exigences d'identification pour l'acquisition de la carte SIM auquel est adossé le compte de mobile money. Et donc, ça nécessite effectivement que l'on puisse obtenir de la part des régulateurs des télécoms qui fixent les exigences d'identification pour l'obtention d'une carte SIM, donc on puisse obtenir auprès de ces régulateurs une exemption pour, par exemple, permettre aux projets ou aux institutions qui délivrent les transferts, donc leur permettre d'identifier plusieurs cartes SIM en leur nom, pour permettre aux non-détenteurs d'une pièce d'identité d'ouvrir un compte de mobile money. Donc ça présente l'avantage effectivement de pouvoir créer des comptes au nom de chaque bénéficiaire dans les limites des plafonds d'opérations autorisées par la réglementation. Ou alors, il s'agit aussi de pouvoir de prévoir, comme ça existe dans certains pays, le parrainage par un détenteur d'une carte SIM dans la limite d'un nombre limité de comptes à parrainer par cette personne, donc pour permettre aux personnes non détentrices d'une pièce d'identité d'accéder à une carte SIM, et ensuite de pouvoir ouvrir un compte de mobile money sans avoir besoin de s'identifier comme le permet la réglementation, ou de prévoir des pièces alternatives qui pourraient être dans disons l'identification par des autorités locales, ou l'attestation en tout cas de l'identité par des autorités locales. Et on sait que la réglementation GAFI permet effectivement d'envisager de telles mesures, qui devraient aussi être envisagées dans le cadre de l'ouverture de comptes d'IMF ou de comptes bancaires pour ces publics spécifiques qui, encore une fois, présentent peu de risques, et ce qui est un élément clé de pouvoir leur permettre d'accéder à un compte, même s'ils ne disposent pas de pièces d'identité requises. On sait que c'est un élément essentiel pour leur inclusion financière, avec des mesures qui peuvent être transitoires et qui devraient permettre, sur un certain délai ensuite, une régularisation lorsqu'ils peuvent accéder à une pièce d'identité. Donc il y a un certain nombre
de dispositions alternatives qui pourraient être prises, mais qui nécessitent de la part du régulateur d'introduire de la souplesse, de bien évaluer les risques et dans des situations de faible risque, introduire de la souplesse dans leurs exigences pour permettre effectivement à ces personnes non détentrices encore d'une carte d'identité, en attendant qu'on ait ces identifiants uniques qui sont en train de se déployer. Donc on va vraiment dans le bon sens, mais en attendant de ne pas bloquer l'accès au compte pour toutes ces personnes. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci Corinne. Nous comprenons que il y a des actions qui sont menées et il y a aussi des assouplissements à observer au niveau des régulateurs, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes, notamment des personnes qui sont dans des zones assez reculées, de pouvoir avoir un compte et commencer le processus par là jusqu'à ce que nous ayons une plateforme sous-régionale pouvant nous conduire à à avoir vraiment un identifiant unique national, pourquoi pas sous-régional plus tard. Alors, pour poursuivre, nous allons nous tourner vers M. Théo pour parler précisément des registres sociaux. Alors, M. Léopold Toé, quelle approche de haut niveau au niveau du gouvernement du Burkina a été adopté pour créer les registres sociaux? Là, on parle aussi d'identification. Et quel conseil donnerez-vous aux autres pays qui tentent de créer un registre social? À vous, Monsieur Théo. D'accord, merci bien, Monsieur Diaby. Merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais d'abord parler du Burkina Faso, qui est un pays sahélien. Il compte de nos jours 22 millions d'habitants. Alors, c'est toujours pour camper le décor. En 2018, une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages menée sur notre territoire montre que l'incidence de la pauvreté est de 41,4%, celle de la pauvreté alimentaire 50,7% et l'extrême pauvreté 8,2%. Alors, s'il y a une chose qui tient à cœur le gouvernement du Burkina Faso, c'est bien la protection sociale. Il était donc plus que nécessaire pour lui de trouver un mécanisme qui apparaît comme la voie salutaire pour réparer les inadéquations et combler la fracture sociale en visant un changement qualitatif des conditions de vie des différentes couches sociales vulnérables. Donc, ce mécanisme, c'est tout naturellement le registre social unique. Alors, le registre social, c'est un système d'information, bien entendu, et de gestion de données. Sa mission, c'est identifier, à partir de variables socio-économiques, l'ensemble des ménages et personnes pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Alors, sa première mission, c'est de gérer l'affectation des ressources publiques consacrées à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité, dans un double souci d'efficacité et d'équité. Cependant, l'atteinte de cette finalité, ce n'est pas sans enjeu. Il faut disposer d'une base de données sociales fiable et robuste. On en a parlé tout à l'heure. Il faut disposer et il faut du moins une sélection rigoureuse des populations cibles. Il faut une gouvernance transparente et rigoureuse du système. Il faut enfin un mécanisme de suivi de l'impact des programmes ciblés. Pour répondre maintenant à la question posée, M. Diaby, la méthodologie adoptée par le gouvernement du Burkina Faso est axée sur une double approche aussi. L'approche communautaire qui se fait en milieu rural et celle du dénombrement qui se fait en milieu urbain. L'approche communautaire consiste d'abord à déterminer les localités
et le nombre de ménages pauvres potentiellement éligibles. Ensuite, il s'agit de conduire un processus d'animation et de mobilisation sociale pour amener les communautés à identifier elles-mêmes les ménages pauvres et vulnérables, en assemblée générale, bien sûr, des villages, secteurs ou quartiers, en administrant un questionnaire complet aux ménages choisis par la communauté. Maintenant, pour l'approche de dénombrement en milieu urbain, l'approche consiste donc à déterminer des zones de dénombrement, à administrer un questionnaire simplifié sur tablette à tous les ménages pour sélectionner les ménages pauvres et vulnérables par l'attribution d'une note. Et ensuite, à administrer un questionnaire complet, cette fois-ci, sur tablette encore, aux ménages classés pauvres par le scoring. Le registre social unique produira pour chaque personne pauvre et vulnérable enregistrée et enquêtée sur l'ensemble du territoire national un code d'identification unique. Si nous devons donner un conseil, nous devons d'abord faire observer que l'absence d'un registre social unique permettant d'harmoniser les méthodes de ciblage des populations vulnérables et le manque de clarté des critères d'éligibilité engendre des erreurs d'inclusion, d'exclusion importants, réduisant l'efficacité et l'efficience de l'action publique dans ce domaine et limite l'impact des transferts monétaires sur la population cible. L'expérience de la méthodologie à double approche du Burkina Faso, c'est une bonne pratique car la phase pilote a été concluante. À terme, le registre social unique doit couvrir l'ensemble du territoire national et enregistrer l'ensemble des ménages pauvres du Burkina évalués à environ 1 400 000 ménages, soit 36,42% de l'ensemble des ménages, avec une population pauvre estimée à 8 millions, comme je l'avais dit tantôt. Il est donc fortement recommandé de poursuivre la mise en place du registre social avec une bonne méthodologie. Voilà ce que je pouvais dire, M. Diaby, sur votre question. Merci, M. Touré. Je pense que avec des données assez précises, je pense que cela nous donne vraiment plus de notions sur la question et aussi sur les avancées au niveau du Burkina Faso. Et je pense aussi aux différents participants. Vous pourrez éventuellement laisser des questions afin que nous puissions revenir sur certaines notions qui vous a semblé ne pas être assez claires lors de l'intervention de nos experts. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder un sujet assez important pour la dernière partie du webinaire sur les 25 dernières minutes. Alors, nous allons nous tourner vers M. Franck René du Bénin, qui va nous dire dans quelle mesure le rôle des opérateurs mobile money et d'autres institutions financières a-t-il été efficace dans la fourniture des paiements G2P aux bénéficiaires visés au Bénin, bien entendu. Monsieur Franck, à vous. Merci, merci mon cher Diaby. Il faut souligner que tout ce qui a été dit jusque-là par l'ensemble des panélistes ne peut se concrétiser uniquement par les gouvernants ou par le pouvoir public. Et donc, la question fait intégrer les opérateurs de mobile money, comme vous l'avez dit. Et au Bénin, les opérateurs de mobile money dans l'écosystème des paiements numériques font partie des établissements émetteurs de monnaie électronique. Je voulais préciser à ce niveau-là que l'autorisation de la Banque centrale pour que les trésors publics puissent émettre la monnaie électronique est assez récente. Je pense qu'elle date d'1 an ou deux. Et donc, mis à part la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays de la sous-région où les trésors publics émettent déjà de la monnaie électronique. Et donc, cela suppose que
Pour le pouvoir public, les opérateurs de mobile money, encore appelés établissements émetteurs de monnaie électronique, sont des partenaires de choix pour la réussite des objectifs de tous les paiements G2P, à condition de garder à l'esprit des facteurs que sont l'évolution de la technologie, l'accessibilité, la réglementation, la sensibilisation, mais surtout la confiance des utilisateurs. Pour illustrer mes propos, il y a beaucoup d'exemples qui me viennent à l'idée, mais je pense que compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais peut-être me limiter à deux exemples. Le premier concerne en fait le paiement des pensions de moins de 50 000 francs. Cela touche globalement 3 700 pensionnés environ, qui représentent 30% de l'effectif total des pensionnés. Donc, ces pensions sont pour la plupart des pensions de veuvage ou des pensions d'orphelins. Et donc, initialement, le gouvernement béninois avait instauré la bancarisation de ces paiements au même titre que le salaire des agents publics. Mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte que la difficulté de cette frange de la population à utiliser les services bancaires classiques ne facilitait pas la tâche, disons, aux bénéficiaires. Donc, ils avaient pour la plupart du mal à pouvoir bénéficier de ces paiements-là, soit parce qu'ils habitent des zones où la première banque est à des milliers de kilomètres, ou soit parce que les frais bancaires engloutissaient la quasi-totalité des pensions, ou simplement parce que c'était des personnes qui ne connaissaient pas vraiment le système bancaire, avaient du mal à remplir les documents, avaient parfois même du mal à communiquer les numéros de compte bancaire pour pouvoir recevoir ces paiements-là. Et donc, face à ces constats-là, le Trésor public du Bénin a reçu mandat du ministre de l'Économie et des Finances et a entrepris des discussions avec les opérateurs GSM de la place. À l'époque, ils étaient deux. Et, ce qu'il faut souligner sur la place du Bénin, c'est qu'il y a eu très rapidement une conciliation, c'est-à-dire que tout le monde était engagé et tout le monde était convaincu disons, de la pertinence de la réforme. Et donc, on n'a pas eu vraiment de difficultés à pouvoir les convaincre et surtout à pouvoir, disons, dans un délai assez court, créer, disons, des comptes pour les bénéficiaires, surtout des dames. Je me rappelle d'un cas où une pensionnée d'un certain âge qui n'avait même pas de téléphone portable devait quand même, dans un délai très court, non seulement créer un compte Mobile Money, mais également pouvoir, à date fixe, s'assurer qu'elle avait reçu sa pension. Et donc, cela s'est fait très rapidement. Et donc, depuis 2020, nous payons systématiquement toutes les pensions de moins de 50 000 par Mobile Money. Le deuxième exemple qui me vient à l'idée concerne un projet qui est, disons, en phase de finalisation et qui touche également les paiements G2P. Il s'agit du paiement des allocations universitaires par un système de cartes prépayées. Et donc, au niveau du Trésor, nous travaillons actuellement à pouvoir mettre en place des cartes type carte bancaire prépayées à la disposition de tous les bénéficiaires d'allocations universitaires pour pouvoir leur permettre, dans des délais très brefs, de pouvoir avoir leur paiement. Je pense que ce projet, dès qu'il va être déployé, pourra être élargi aux facilités que le gouvernement accorde actuellement à des jeunes filles qui sont dans le programme de maintien ou d'autonomisation des jeunes filles dans le système scolaire et qui touche également une grosse partie de la population. Donc, sur le rôle des opérateurs, voilà globalement ce que je peux dire. Rapidement sur le rôle, Ça. monsieur Franck, sur le Donc, rôle, rapidement, parce que nous constatons que vous avez relevé des défis
qui sont vraiment existentielles concernant l'extension du réseau de distribution, chose sur laquelle reviendra Corinne. Vous avez souligné aussi le coût, Exactement. et vous avez souligné l'éducation financière. Ces personnes ne sont pas assez éduquées à l'utilisation ou aussi la force ou bien la couverture ou bien, je dirais plutôt, le maillage en termes de possession de téléphonie mobile. Oui. Face à tout cela, rapidement, en 2 ou 3 minutes, est-ce que vous pouvez nous parler des rôles de tout ceci dans le G2P? Merci. La question m'est adressée ou à Madame Corinne? Euh, à, à toi d'abord, Franck. Oui, Et je pense que juste, pour résumer tout ce que tu as dit, en fait, il faut savoir que pour les paiements G2P, ce qui est primordial, c'est le support gouvernemental. Donc, le fait qu'il y ait un cadre de concertation entre les opérateurs mobile money et le gouvernement, qui ait une entente. Au Bénin, nous l'avons réussi. Ensuite, l'accessibilité et la couverture, donc aller avec tous les opérateurs. Et donc, cela va nous permettre de parler plus tard de l'interopérabilité. Et donc, ça permettra pour les bénéficiaires de pouvoir aller à leur guise vers l'un ou l'autre des opérateurs, de pouvoir être satisfaits. Les coûts également, je pense que ça a joué dans la balance parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, les coûts au niveau des opérateurs de mobile money, les coûts sont relativement bas par rapport aux frais bancaires. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la confiance du public, c'est-à-dire mettre en place un système où les bénéficiaires se sentent en confiance et surtout un système où l'État peut contrôler ou limiter la fraude. Donc, suivre les transactions et s'assurer effectivement que les transactions aboutissent effectivement aux bénéficiaires. Je pense que globalement, ces points sont les points les plus saillants, mon cher Diaby. merci, Franck, d'où le rôle de l'interopérabilité. Parlant de l'interopérabilité, comment est-ce que les plateformes d'interopérabilité des services financiers numériques de l'UEMOA va-t-elle faciliter la délivrance des paiements sociaux? Quels en sont les avantages? Et je pense que cela nous permettra de toucher à anticiper sur une question qui a été posée par un participant. Euh, euh, la question est de savoir en Côte d'Ivoire, par exemple, sur une population plus de 25 millions d'habitants seulement, 6 à 7 millions ont des pièces d'identité. Comment peut-on assurer l'impact réel de la plateforme en cours autour des infrastructures et biens numériques qui placent l'identification au cœur de ces transformations digitales? Donc, on va parler d'interopérabilité et je vais me tourner vers Corinne euh, euh, pour cette question. Merci. Merci Adama. Je pense que ça vient d'être abordé. Effectivement, la plateforme d'interopérabilité donc qu'il est prévu de mettre en place pour la zone UMOA. La BCAO travaille sur ce projet depuis plusieurs années et devrait être opérationnelle, on l'espère, dans un avenir proche. Je pense qu'elle va vraiment changer les règles du jeu de manière assez considérable, elle doit permettre en fait l'interconnexion de tous les moyens de paiement dans l'UMOA. Donc, elle permettra ainsi de transférer de l'argent de n'importe quel type de compte vers tout autre type de compte, c'est-à-dire d'un compte bancaire vers un compte de mobile money ou vers un compte d'IMF et inversement. Et on comprend donc aisément qu'avec une telle plateforme, et dès lors que les trésors publics seront aussi connectés à cette plateforme, ce qui est en l'occurrence prévu, donc à partir de là, les gouvernements pourront transférer ces paiements sociaux ou tout autre type de paiement sur le compte du bénéficiaire et sur n'importe quel type de compte. Donc la notion de choix
Donc là, ça réapparaît et ça permettra effectivement aux bénéficiaires de recevoir ce paiement sur le compte de son choix. Donc l'interopérabilité va vraiment permettre des avancées notables dans ce domaine. Alors bien entendu, en amont, il convient de régler d'autres obstacles et notamment ceux d'identification. Donc on revient un peu à la question qui a été posée et qui était illustrée par le cas de la Côte d'Ivoire. C'est clair que l'identification est vraiment un élément clé et devrait être un sujet sur lequel les gouvernements devraient probablement, en tout cas, on les encourage à le faire, à travailler de manière prioritaire pour accélérer cette identification unique des citoyens et par-delà la possession d'une pièce d'identité. Sinon, on en revient à ces mesures d'exception dont je parlais tout à l'heure ou d'allègement. Mais c'est vraiment au cœur de ce dispositif. Et autre élément important aussi, ce sera de pouvoir s'assurer que le coût de cette interopérabilité soit aussi adapté et supportable par tous les acteurs impliqués dans cette plateforme pour que l'adoption soit la plus importante possible au bénéfice évidemment des clients, des institutions financières et des citoyens. Voilà, Damas, ce que je voulais dire. Merci. Je pense que nous avons anticipé sur la partie questions-réponses et nous venons de, de, de répondre à la question de M. Seka Ao. Alors, nous ouvrons la lucarne concernant les questions et réponses et nous demandons au public de nous faire part de leurs préoccupations. Et cette séquence nous prendra tout au plus 10 minutes pour que nous soyons à la fin de ces échanges. Alors, au vu des réactions, nous supposons que nos panélistes ont vraiment été à la hauteur. Euh, Vu le nombre de questions, cela montre que le sujet a été abordé sur plusieurs aspects. Bien entendu, il reste des aspects à approfondir à certaines occasions. Et parlant d'aspects à approfondir, il y a des défis qui ont été soulevés, il y a des difficultés ou des dispositions à prendre pour pouvoir assurer une transition vers vraiment des infrastructures publiques numériques pour pouvoir faire face à cela. Et je pense que au niveau des questions-réponses, y a-t-il des questions venant du public? Euh, Nous allons prendre des questions et pour cette lucane, je pense que Rebecca pourra nous faire remonter les questions s'il y en a, afin que nous puissions solliciter le concours de nos panélistes afin de trouver des réponses à ces questions qui seront posées. Alors, en attendant de recevoir les questions, rapidement, j'essaierai de revenir sur des éléments qui ont été soulignés durant ces échanges, qui, à ma foi, me semblent assez intéressants. Nous avons parlé de l'interopérabilité en termes d'éléments fondamentaux assurer cette transformation digitale. Aussi, au niveau des éléments mis en avant, nous avons souligné aussi, à la suite de la contribution de nos panélistes, nous avons souligné la nécessité d'une plus grande couverture en termes de réseau de distribution. Euh, Au-delà de la couverture, nous avons souligné aussi l'identification unique
qui est un élément assez important dans ce processus. Et en plus de cela, nous avons le répertoire des clients, qui est un élément aussi qui a été souligné par Corinne. Et pendant que nous sommes en train de faire le tour, je me rends compte qu'il y a une autre question. Y a-t-il des sessions d'éducation financière prévues pour les personnes à qui ces services sociaux sont destinés dans le cadre dans le cadre du Bénin, par exemple? Je pense que, Monsieur Franck, cette question vous est adressée. Pouvez-vous nous faire part de cela? Est-ce qu'il existe aujourd'hui un programme d'éducation financière Oui, permettant d'accompagner ces personnes? Allez-y. oui, oui, je dis tout de suite oui. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, nous avons une direction qui a à charge toutes les questions relatives à l'inclusion financière. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'intervenants du secteur privé, donc notamment la Société d'inclusion financière qui organise avec Aflatoon régulièrement sur la place du Bénin des sessions d'éducation financière. Notamment pour les cas que j'ai cités, on a eu au départ, il faut le reconnaître, beaucoup de résistance au changement. On a eu beaucoup de résistance au changement et donc nous avons mis en place également au niveau du Trésor une approche éducative pour pouvoir expliquer aux pensionnés le bien fondé de la démarche et surtout tout l'intérêt que cela comporte pour eux de pouvoir recevoir instantanément leur pension, de pouvoir retirer cette pension-là sans devoir faire des kilomètres et de pouvoir retirer, disons, morceler le retrait, donc de ne pas retirer tout en même temps parce qu'il y a des risques de vol et tout ça. Donc, au niveau du Bénin, oui, il y a beaucoup de programmes allant dans ce sens-là. Merci, Monsieur Franck, pour ces éléments d'éclaircissement sur cette préoccupation qui nous a été remontée. Et comme autre élément en termes de questions venant des participants, quels sont les défis et les obstacles auxquels sont confrontés les gouvernements dans la zone UEMOA dans la mise en œuvre des paiements numériques? Et nous avons parlé des solutions, des initiatives en cours. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'identifier des défis auxquels les États, de façon transversale, dans l'UEMOA, sont confrontés? Et cette question, Je je pense, laisse de façon ouverte s'il y a une intervention possible. je me jette à l'eau, même si je sens que Monsieur Vincent brûle d'envie de répondre. Mais je pense que oui, les défis, l'avantage dans la zone UEMOA, c'est que nous avons une sociologie qui est très, très proche. Et donc, les défis sont les mêmes qu'on soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo ou au Burkina. Et donc, ces défis-là, c'est des défis liés au monde du numérique. Donc, la protection des données, la fraude, la cybercriminalité et tout ça. Et je pense que dans chaque pays, des dispositions sont prises. Nous avons au Bénin, par exemple, le Code du numérique qui encadre bien tout ce qui concerne le numérique. Je pense que je vais laisser la parole à M. Justement, euh, vous avez évoqué la protection des données et vu au niveau de la gestion du temps, nous allons rapidement prendre cette question concernant la protection des données qui, ma foi, nous semble très important. Comment la question de la sécurité et de la protection des données sont-elles prises en compte dans les paiements G2P dans l'UEMOA? Et c'est une question aussi qui reste ouverte à qui veut la prendre. Je peux peut-être Allô? dire quelques Oui. mots OK, Corinne. sur ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits puisque dans chaque pays, on a des autorités qui sont en charge de la protection des données personnelles. Certaines sont plus récentes que d'autres, mais on a dans chacun des pays des lois qui encadrent la protection des données personnelles avec un certain nombre d'exigences pour les prestataires de services financiers, mais aussi pour tous les programmes en fait qui sont amenés à collecter
des données personnelles et donc une conformité à respecter, donc une réglementation à respecter. Donc il y a effectivement un certain nombre, je dirais, il y a un cadre qui existe. Il y a des travaux qui sont en cours pour permettre à l'ensemble des prestataires de se mettre en conformité. Peut-être ce sont plus les institutions qui restent informelles ou les nouvelles plateformes qu'on voit apparaître sur le marché et qui ne sont pas conformes à la réglementation qui échappent encore je veux dire, à ces règles et qui peuvent faire courir un risque à la population et aux citoyens. Je dirais que sur ce sujet, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en œuvre. Les risques sont peut-être plus sur les questions de fraude, d'arnaque, qui malheureusement sont très présents et qui sont d'une autre nature, mais qui nécessitent aussi une attention très particulière. En tout cas, les enquêtes que le SIGAP a conduites en Côte d'Ivoire et au Sénégal ont mis en évidence cette problématique liée à la fraude et aux arnaques qui peut être de nature à saper la confiance dans les canaux numériques. Donc, ça voudrait dire que tous les acteurs sur les marchés doivent tous ensemble, tous les acteurs de l'écosystème, vraiment avoir des actions conjointes pour essayer de lutter contre ces fraudes et ces arnaques qui représentent un risque important, entre autres. Merci Corinne, merci pour ces éclaircissements. Et nous notons aussi là il y a besoin, sinon nécessité absolue d'une réglementation et d'une conformité au niveau des fournisseurs de services afin de se mettre à l'abri de tout ce qui pourrait être éventuellement lié à cela. Et la question qui suit, nous constatons que euh, nos participants commencent à beaucoup réagir. Et, la question qui suit, c'est au niveau des initiatives, y a-t-il, venant des EMA, y a-t-il des initiatives G2P permettant d'améliorer les paiements G2P en connectant l'ensemble des prestataires de paiement? Et lors des interventions, je vais prendre en exemple l'intervention de M. Toé du Burkina. Il y a eu des exemples de G2P qui ont été évoqués et aussi l'intervention de Franck. Euh, je vais rapidement passer à la question suivante, vu que nous sommes pratiquement à quelques minutes de la fin de cette session. Et je prendrai la question concernant l'utilisation des mobile monnaies semble être la voie pour faciliter les paiements sociaux. Est-ce soutenable, y compris dans la zone rurale? Les infrastructures basiques sont-elles assurées pour ces populations? Euh, à cette question, j'ai bien envie de me retourner vers M. Ndiaye, s'il le veut bien, sinon quelqu'un d'autre, pour parler du maillage territorial en termes d'infrastructures pour pouvoir dispenser ces services. Oui, merci Adama. Effectivement, il a touché du doigt un élément important, c'est le dernier kilomètre, le last mile, comme on a l'habitude de le dire. Je crois que ça doit être, pour toutes les stratégies aujourd'hui numériques, une surpriorité. Parce que, en fait, la faisabilité ou bien l'exercice de l'usage ou bien l'utilisation des ressources numériques sans l'infrastructure pose énormément de problèmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts à faire pour ce qu'on appelle le service universel. Et je crois que les États en sont très conscients parce que si on n'arrive pas à assurer une certaine qualité de service au niveau de l'infra, je crois que le développement des usages peut tout le temps connaître des balbutiements ou bien une peine à se dérouler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au-delà de la stratégie d'inclusion financière,
il y a un élément fondamental qui s'avère être l'infra, c'est-à-dire l'accès aux ressources et l'accès au réseau. Donc, nous, dans un axe dans la stratégie SN 2025, nous avons mis un accent comme axe, ou bien un axe particulier sur accès et abordabilité à l'accès. Tant que l'accès n'est pas abordable et accessible, évidemment, on ne peut pas avoir des résultats probants. Toutefois aussi, il y a Mme Corinne qui a évoqué l'arnaque. L'arnaque est phénoménale. C'est un réel frein. L'arnaque est un réel frein. C'est pour cela que donc aujourd'hui, il est plus pédagogique d'aller vers des réformes sur les lois et de leur mise en œuvre. Quelles que soient les réformes qu'on va faire ou bien qu'on va entamer, s'il n'y a pas une rigueur dans la mise en œuvre, évidemment, bon, il n'y a pas une applicabilité efficace pour l'ensemble des mesures ou bien pour l'ensemble des initiatives que les gens prennent. C'est pour cela que donc, on va aller vers un plaidoyer au niveau des autorités gouvernementales, au niveau donc des décideurs. Il faut encore davantage mieux vulgariser, mieux sensibiliser l'autorité pour que l'appropriation de ces moyens de paiement puisse être une appropriation gouvernementale et politique. C'est vraiment de manière ramassée ce que je voulais apporter comme réponse à... Oui. Merci Ndiaye, merci Malik. Nous en prenons note parce que vous avez soulevé des éléments assez intéressants et nous constatons que nous avons de plus en plus de questions étant donné nos engagements en termes de durée du panel. Nous allons adopter une stratégie permettant de pouvoir euh, pousser la réflexion en termes de questions sur nos canaux. Et pour cela, le service marketing de Microsave s'en chargera afin de recevoir toutes les autres questions qui n'ont pas pu être répondues dans ce live. Compte tenu de nos engagements concernant la durée, nous sommes largement, voire à 4 minutes au-delà du temps qui était initialement prévu. Nous n'avons pas pu donner réponse suite à la question de M. Diouf et une autre question sur les initiatives incluant la gestion des bénéfices, des bénéficiaires sociaux pour les réfugiés. Et ces questions, nous allons procéder par un panélistes qui ont été de consacrer, de se prêter à cet exercice d'échange afin et nous remercions tout le monde pour votre participation et nous avons constaté que tous les participants sont restés connectés jusqu'à la fin du panel. Et merci à vous. Et nous allons continuer ces discussions à travers nos canaux, à travers aussi nos futures échéances en termes de communication. Et dans un futur très proche, nous aurons un événement sur l'identité digitale qui se fera et à laquelle nous allons participer. Nous continuons aussi à travers nos projets et nos actions. Et merci à tous et excellent après-midi à tous et merci à la prochaine. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.